Donc, bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième rendez-vous de nos cycles de séminaires consacrés aux politiques d'emploi au Sénégal, organisés dans le cadre du programme l'ASPAC Séminaire ou du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs FIDESPORT à l'ASPAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre laboratoire a fait le choix de la recherche impliquée, c'est-à-dire une approche de la recherche qui dépasse le seul cadre académique qui est souvent centré sur les débats théoriques pour s'ancrer dans les réalités de notre environnement et contribuer de manière concrète à la réflexion et à l'action sur les défis économiques, sociaux et politiques qui interpellent notre société. Les séminaires que nous consacrons aux politiques d'emploi illustrent parfaitement cette orientation tant la problématique abordée est stressante et structurante pour l'avenir du pays. L'emploi des jeunes demeure sans conteste l'un des défis majeurs auxquels le Sénégal est confronté. Défi pluriel car au-delà de ses dimensions économiques évidentes, il s'allie des enjeux sociaux, stratégiques et même sécuritaires d'une importance de plus en plus renouvelée. L'un des principes cardinaux de l'État réside dans la continuité de l'action publique. Or, le contexte actuel du Sénégal révèle au moins deux formes de discontinuité, portées par l'émergence à la tête d'un État de personnalité qui incarne à la fois la figure de la jeunesse, qui a été historiquement sous-représentée dans l'appareil étatique, et celle du révolutionnaire ou de l'antisystème. Dans ce contexte, il devient pertinent de nous interroger quelles politiques ou dispositifs relatifs à l'emploi doivent être consolidés au nom de cette continuité nécessaire de l'État, et à l'inverse, quelle rupture s'impose pour mieux répondre aux attentes et aux réalités actuelles. Pour éclairer ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Demba Diop, qui est inspecteur du travail et de la sécurité sociale, haut fonctionnaire sénégalais. Fort de son expérience tant sur le terrain que dans l'appareil décisionnel, il a été directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne de 2014 à 2015, puis directeur de l'Emploi de 2016 à 2020. Il a également représenté le Sénégal dans plusieurs instances internationales traitant des enjeux du travail et de l'emploi. Il est formateur à l'École nationale d'administration du Sénégal depuis 2016 et à l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO depuis 2023. Il est également chercheur en sociologie et en sciences politiques, spécialiste des politiques du marché du travail et des problématiques de jeunesse, de genre, de migration, de défense, de sécurité et de paix. Il est également engagé dans la production scientifique. Il est l'auteur de cet ouvrage intitulé La politique de l'emploi, 5 questions pour agir, pour comprendre, agir et impacter, qui est paru récemment le 15 mars 2025 aux éditions L'Harmattan. C'est donc un interlocuteur de tout premier plan qui nous accompagne aujourd'hui pour nourrir notre réflexion. Je vous invite à prêter une oreille attentive à son intervention d'une quarantaine de minutes, qui sera suivie d'une séance d'échange au cours de laquelle il répondra à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs tout au long de sa présentation transmettre vos messages via le chat afin que nous puissions les relayer lors de la discussion d'après. Donc, inspecteur, en espérant que la présentation a été fidèle, je vous passe la parole. Merci, mon très cher Mohamed. C'est un honneur de répondre à l'invitation de l'ASPAC, qui est un laboratoire de recherche très dynamique et qui aujourd'hui met le doigt sur les problématiques de société. Nous interpelle aujourd'hui sur les réalités socio-économiques vécues répondant au contexte et devant nous permettre de nous dépatouiller des différentes situations dans lesquelles nous sommes. Si ceux qui sont en ligne voient ma présentation, parce que j'aimerais au moins que les uns et les autres puissent vous voyez, donc c'est bon. Donc je voudrais dans le cadre de cette commencer cette présentation par cela, les remerciements vis-à-vis de l'ASPAC et dire que nous sommes engagés sur les problématiques du marché du travail
Et c'est toujours un plaisir en réalité de répondre vraiment à des invitations du genre. Aujourd'hui, j'ai été interpellé sur les politiques d'emploi des jeunes sous le nouveau régime. Quelle continuité, quelle rupture. Une thématique extrêmement intéressante qui nous amène à réellement décortiquer du point de vue scientifique les évolutions constatées depuis vraiment l'élection du président Bassirou Diomaye Faye avec le gouvernement en place. Et donc nous commencerons par nous interroger sur les politiques d'emploi. Dans le livre, j'ai précisé la différence entre une politique de l'emploi, ou la politique de l'emploi, une politique d'emploi et une politique pour l'emploi. Ces trois concepts qui sont différents mais complémentaires. Mais aujourd'hui, la question, le concept de politique d'emploi n'est rien d'autre qu'un ensemble de mesures de l'autorité publique visant vraiment une cible donnée, un marché donné. Et aujourd'hui, les questions de jeunesse et donc les politiques d'emploi sont l'ensemble des mesures prises par le gouvernement visant vraiment l'emploi des jeunes. Mais quels sont les objectifs principaux des politiques d'emploi? On ne va pas entrer dans les théories économistes, mais globalement, du point de vue de la science politique, une politique d'emploi est une politique publique qui vise deux objectifs principaux. Le premier, c'est l'amélioration des dysfonctionnements du marché, du fonctionnement du marché du travail, mais aussi la correction des dysfonctionnements qui sont notés dans le marché du travail. Donc aujourd'hui, l'objectif principal de toute politique d'emploi, c'est de contribuer à l'équilibre du marché du travail. Et quand on parle de l'équilibre du marché du travail, on parle à la réduction à la proportion la plus petite de ce qu'on appelle le chômage, le désœuvrement. Et aujourd'hui, nous sommes en situation de déséquilibre. Et toutes les mesures prises par les autorités publiques allant dans ce sens sont considérées comme politique d'emploi. Maintenant, la politique de l'emploi est une stratégie nationale. Et là, nous allons y venir parce que, parlant de stratégie nationale, c'est que nous avons une vision, nous avons des objectifs stratégiques, nous avons des lignes d'action, nous avons vraiment un document qui précise de façon quantitative comme qualitative les objectifs qui sont visés à l'horizon 5 ans ou 10 ans. Et ce type de document, le Sénégal ne l'a pas. On ne l'a pas depuis 97. C'était la seule fois d'ailleurs qu'on a eu une politique nationale de l'emploi. Et cette politique nationale de l'emploi a été réactualisée en 2015. Mais après 2015, il n'y a plus de documents de référence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend des politiques, c'est-à-dire on prend des mesures pour l'équilibre du marché du travail sans que cela ne soit connecté à une vision globale. Aujourd'hui, quand on demande quel est l'objectif quantitatif de création d'emplois du régime en place, on n'a pas de chiffre. Donc ça veut dire que ça veut dire tout bonnement que nous n'avons pas de stratégie, de politique de l'emploi. Donc au-delà des objectifs, vous le voyez dans le cadre de vos cours, les politiques d'emploi sont de deux ordres. On a des politiques passives qui sont des mesures d'ordre social qui cherchent à atténuer la lourdeur du chômage. Et ça, nous ne l'avons pas en Afrique. Parce que très souvent, quand on parle d'atténuation de la situation du chômage, c'est des allocations qu'on donne aux chômeurs pour leur permettre en réalité de patienter le temps de trouver un emploi. Si vous allez en France et ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les allocations de chômage. Chez nous, nous ne l'avons pas pour la bonne et simple raison que nous avons environ 500 000 personnes qui sont considérées comme salariés du public comme du privé. Et 500 000 personnes ne peuvent pas prendre en charge 1 400 000 chômeurs comme nous pouvons le retracer dans le cadre des chiffres de l'ANSD. Et nous allons y revenir. Il y a également ce qu'on appelle les politiques actives qui sont quand même des mesures d'ordre économique mais qui visent à renforcer la participation sur le marché du travail. Et à ce niveau, vous avez comme par exemple les programmes de stage qui sont mis en place avec la Convention nationale État employeur. Vous avez les dispositions ou les dispositifs du Fonds de financement de la formation professionnelle. Vous avez entre autres les financements au niveau de la DER qui sont des actions
visant vraiment à intervenir économiquement sur le marché du travail. Donc, politique passive, on cherche à faire accepter la situation de chômage sans combattre le chômage. Politique active, on essaie de combattre vraiment vigoureusement le chômage. Donc, cela étant, quand on nous interroge sur la situation actuelle, en nous demandant de voir les évolutions et les constantes, il faudra peut-être déjà scruter ce qu'on appelle la situation dysfonctionnelle du marché du travail. Parce que ce qu'on constate depuis pratiquement les années 70-80, on constate une même demande qui reste constante et massive. C'est la demande en réalité en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Sous Abdou Diouf, c'était la même ardeur. Sous Wade, c'était la même ardeur. Sous Macky Sall, c'était la même ardeur. Actuellement, c'est la même ardeur. Et vous le voyez du point de vue social. Chaque jour, on dénonce les violences que l'on constate sur le marché du travail. Et vous, apprenant aux techniciens de sciences politiques, vous le savez. Dans une économie qui marche, les questions d'emploi ne sont pas considérées comme des questions d'ordre sécuritaire. C'est-à-dire que les gens, ils savent que quel que soit alpha, ils vont trouver un emploi, et quel que soit alpha, ils vont en réalité assurer ce qu'on appelle aller vers la réalisation de soi. Mais aujourd'hui, vu que le fait de trouver un emploi est une forme d'hypothèque que nous avons, aujourd'hui les gens font de la violence délibérément pour la bonne et simple raison que ils ne parviennent pas à trouver un emploi. Vous voyez les CIMOL, vous voyez tout ce qu'il y a comme en réalité violence. Et aujourd'hui, en sciences politiques, on analyse ce fait par ce qu'on appelle la sécurisation des questions d'emploi, la sécurisation des questions de jeunesse. C'est-à-dire que un tout petit chômeur peut aujourd'hui se mettre sur la place publique, semer le désordre et créer une situation incompréhensible. Vous le voyez, les gens peuvent aller au suicide, les gens peuvent aller vers la violence, ils peuvent aller vers des manifestations. Et je pense que le président Macky Sall a essayé d'éviter la cause politique des troubles sociaux qu'on avait, qu'on a enregistrés sous son régime, en balayant pour préciser que, en disant aux jeunes que je vous ai compris. Vous n'avez pas d'emploi et vous avez le droit d'être frustré. Donc, la sécurisation des questions d'emploi aujourd'hui nous interpelle, nous, politistes. Et donc, quand on analyse le marché du travail, nous avons que c'est dysfonctionnel. On n'est pas sur le plein emploi. Tous ceux qui veulent trouver du travail n'en trouvent pas. Les traces d'emploi même, c'est difficile d'en trouver. Donc, si vous voyez l'image illustrative d'en bas, vous voyez que les offres d'emploi sont là, mais pour les jeunes et les seniors, bon, c'est epsilon. Donc, situation dysfonctionnelle, ça renvoie au fait. C'est-à-dire que sous Macky Sall, on a eu un tissu économique extrêmement faible, et c'est ce qui explique du point de vue économique les questions, les problèmes d'emploi que nous avons. Aujourd'hui, il faut se le dire, quelles que soient les mesures qu'on puisse prendre, c'est la dynamique de l'économie qui définit en réalité les capacités de création d'emplois. Aujourd'hui, nous avons un tissu économique faible. Et nous n'avons de cesse de le dire. En 2016, il y a eu l'enquête nationale emploi, le recensement général des entreprises, et l'ANSD avait conclu qu'il y avait 407 882 entreprises. Et sur ces 407 882 entreprises, on n'a pas de chiffre après, mais 97% de ces entreprises sont informelles. Donc, les étudiants ne peuvent pas trouver de stage pratiquement dans des entreprises informelles. Et c'est dire que seuls 3% des entreprises que nous avons au niveau national sont en réalité formelles, respectent la législation du travail, respectent la législation fiscale, etc. Et dire également que sur les 407 882, on n'a que 0,2% en réalité d'entreprises vraiment de grandes entreprises. Ça veut dire que on n'a même pas une grande entreprise sur 100 entreprises au niveau national. Et ça, c'est un problème réel qu'il nous faudra en réalité adresser. Donc, notre tissu économique est extrêmement faible et ça ne nous permet pas de créer de l'emploi. C'est ce qui fait que quand on parle de dynamisation du secteur privé, portage, appui au secteur privé, c'est ce problème-là qu'il s'agit d'adresser vraiment à partir de ce moment. Donc, deuxième élément, notre taux de chômage est très élevé. Ça, c'est une situation qui existe depuis toujours.
sous le président Macky Sall, il n'y avait pas une quantification dès le début. Il n'y avait pas une quantification vraiment très sérieuse, très statistique du chômage. Parce que imaginez-vous, quand Macky Sall venait au pouvoir en 2012, le taux de chômage était de l'ordre de 10%. Et en quittant, il a laissé un taux de chômage entre 22 et 23%. Aujourd'hui, le premier trimestre 2025, le taux de chômage est de 21,7%. Ça veut dire que trimestre 1, 2025, taux de chômage, 21,7%. Ça veut dire que c'est une situation encore complexe. Donc, si nous répercutons ce chômage au niveau des jeunes, c'est 27% de taux de chômage pour les jeunes. Pour les femmes, c'est 35,3%. Et ce qui est beaucoup plus compliqué également, c'est que cette cible sur laquelle il faut agir, sinon la question de la sécurisation va se justifier, cette cible qu'on appelle les NEET, ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, c'est des jeunes qui sont qui sont dans la tranche d'âge comprise entre 15 et 24 ans, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas à l'école et qui ne suivent pas d'instruction. Et ces jeunes sont considérés comme ce qu'on appelle une bombe à retardement. Et aujourd'hui, ce taux de NEET est très élevé, 33,5%, imaginez-vous. Donc c'est dire que le marché est très dysfonctionnel. Mais également, nous l'avons dit, il n'y a pas de stratégie à ce jour. C'est-à-dire que sous Macky Sall, il n'y a pas eu de politique de l'emploi. Sous Diomaye, il n'y a pas eu de politique de l'emploi. Et sous Macky Sall, on avait ce qu'on appelait la stratégie nationale pour l'emploi et l'insertion des jeunes, qui était une stratégie en cours d'élaboration. Actuellement, on l'a arrêtée. Maintenant, il y a maintenant une rupture qui veut que on aille vers l'élaboration d'une politique nationale de l'emploi. Et nous allons en réalité y revenir. Donc là, il y a une transition, une promesse de politique nationale de l'emploi, mais une promesse n'est pas en réalité une réalisation. Ce qui fait qu'on n'en est pas encore à la réelle rupture. Il y a également ce qu'on appelle l'inadéquation qualitative comme quantitative entre les formations qui sont servies, entre le capital humain disponible et les dynamiques de l'économie. Aujourd'hui, on forme dans les universités et on sait que dans la grande majorité, les jeunes en réalité vont pratiquement chômer. Et qu'est-ce qui l'explique? Ça veut dire que la dynamique de l'économie n'est pas à un niveau qui permet une bonne utilisation de ces compétences. On va toujours dire que on a besoin de compétences en intelligence artificielle, etc., etc. Mais c'est que 3% des entreprises qui sont censées utiliser ces nouvelles technologies, ces nouvelles dynamiques. Aujourd'hui, la BAD avait fait en 98 avec le soutien du professeur Cabral de la FASEC, la direction de l'emploi à l'époque que je dirigeais, l'ANSD, on avait fait une étude d'impact de la phase 1 du PSE entre 2014 et 2018. Et on s'est rendu compte que dans la première phase du PSE, il y a 75% des emplois créés qui ne nécessitaient aucune qualification professionnelle. Ça veut dire que construction, centre de Diamniadio, centre Abdou Diouf, construction BRT, construction terre, construction truc. BRT, il n'y avait pas avant. Mais construction jusqu'à toutes les infrastructures qu'on a pu emmagasiner, on se rend compte que 75% des employés ne nécessitaient pas en réalité un diplôme. C'était des ouvriers, des malins. Et ce qui est plus alarmant dans ça, c'est que le niveau master, c'était juste 1%. C'est-à-dire qu'il y avait 1% de compétences qui nécessitaient le niveau master dans le cadre de la première phase du PSE. Donc c'est dire que l'économie est faible, quoi qu'on puisse dire, il y a une adéquation quantitative et une adéquation qualitative. Quantitative, ça veut dire que on a beaucoup qui font lettres et on peut avoir besoin de filières scientifiques. Quantitative également, on peut avoir beaucoup de compétences disponibles, mais que l'économie ne puisse pas en réalité absorber. Par exemple, c'est dans le domaine des banques, par exemple. C'est l'exemple que je donne très souvent. Vous avez des jeunes formés en finance, banque, finance, assurance, qui sont compétents, qui peuvent travailler, mais il y a très peu de banques pour les absorber. Donc, une inadéquation en réalité quantitative. Maintenant, une inadéquation qualitative, c'est dans le cadre des compétences dont l'économie a besoin et qui ne sont pas disponibles, ou des compétences disponibles, mais l'économie n'en a pas besoin. Donc, on termine cette phase
avec ce qu'on appelle l'inefficience du service public de l'emploi. Aujourd'hui, quand on parle d'emploi des jeunes, il y a des structures dédiées. Le président Macky Sall, en venant au pouvoir en 2012, a supprimé entre 54 et 62 structures qui étaient des agences, qui étaient des directions générales, directions nationales, qui étaient des fonds. Et c'est dans cette suppression-là qu'on pouvait enrôler ce qu'on appelait un peu la création de l'ANPEJ. Parce que l'ANPEJ a été créé en 2014 après la suppression de OFEJBAN, de ANAMA, de FNPJ et de ANEJ. Donc, il y a 4 agences qui étaient supprimées. Mais automatiquement après, quand le président Macky Sall l'a fait, en 2014, on a vu que l'ANPEJ a essayé avec la direction de l'emploi d'exercer les missions de service public de l'emploi. Et on se souvient encore des périodes de financement de l'ordre de 2 milliards et qui avaient suscité un très grand engouement au niveau de la population. Mais automatiquement après, en 2017, le président Macky Sall crée la DER. Déjà, il crée, en 2017, il crée déjà un ministère de l'emploi sur la base de la direction de l'emploi. C'est-à-dire, on prend la direction de l'emploi, on en fait un ministère. Avec le peu de moyens, avec le peu d'agents, etc. C'était devenu difficile, mais c'était une demande sociale. Mais la demande sociale n'était pas accompagnée parce que vous créez le ministère de l'Emploi et vous ne mettez pas l'ANPEJ, vous ne mettez pas tous les dispositifs au niveau du ministère de l'Emploi. Donc ça veut dire que vous faites un aménagement cosmétique, mais qui techniquement n'est pas efficace. Et toutes les autres structures étaient rattachées vraiment dans les autres départements. Donc en 2017, ça ne pouvait pas prospérer. La DER est mise en place en 2017, commençait à être fonctionnelle en 2018, pour reprendre les mêmes missions que l'ANPEJ. Et l'ANPEJ existe, la DER existe en même temps. Et on tue l'ANPEJ progressivement en mettant juste le fonctionnement, en lui laissant truc, et on met 30 milliards au niveau de la DER. Donc c'est dire que, à chaque moment, depuis les années 80, à chaque moment qu'il y ait des révoltes, des troubles populaires, le gouvernement sort pour juste amener des mesures conjoncturelles. On n'est jamais sur la structure parce qu'on ne réfléchit pas globalement sur vraiment la vision. Et donc, aujourd'hui, à l'heure du bilan, le président Diomaye vient et retrouve sur place plus de 25 structures qui interviennent sur l'emploi des jeunes. 25. J'en ai répertorié et vous pouvez les voir dans le livre. J'ai répertorié sur un tableau 25 structures qui interviennent toutes sur l'emploi des jeunes. Et parallèlement, au-delà des structures qui sont des agences et fonds, vous avez plus de 25 aussi projets et programmes qui interviennent sur l'emploi des jeunes. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, vous pouvez avoir plus de 50 dispositifs qui interviennent sur l'emploi des jeunes. Et la conséquence que ça crée, c'est que dans ces dispositifs, il y a des grilles de salaire qui font que les agents qui y travaillent sont payés à un niveau très supérieur à ce qu'on perçoit dans l'administration. Faites très attention. Souvent, on pense que les fonctionnaires sont bien payés, ils sont dans leur bureau, alors que parfois, dans les agences et autres structures, il y a des barèmes qui se passent de commentaires. Vous pouvez avoir une assistante de direction dans une agence qui paye un directeur national. Ça, je le dis en connaissance de cause. Parce que j'ai dirigé la direction de l'emploi et à l'époque, bon, je dépassais pas les 500 000 francs de salaire. Ça, je le dis au niveau, voilà. Et à l'époque, vous êtes assistante de direction générale dans une agence, vous êtes à 700 000, vous êtes à 800 000. Aujourd'hui, vous avez les directeurs d'agence, etc., qui sont à 1 500 000, 2 millions, 3, 5 millions ou plus. Et aujourd'hui, dans les directions nationales, vous n'avez pas ça. Et donc, vous avez 25 structures dans lesquelles on va mettre, supposons, dans chaque structure, mettons 10 agenteries. Donc, vous avez combien d'agents qui interviennent? Et d'ailleurs, dans l'ironie, certains même disaient que les agences au niveau national n'ont créé d'emplois que leurs propres effectifs. C'est-à-dire que vous avez l'ANPEJ, certains disent que la création de l'ANPEJ, bon, c'est caricatural, l'ANPEJ intervient, mais de façon faible parce qu'elle n'a pas de moyens. Mais regardez toutes les autres structures. Vous entendez plein de structures dans lesquelles il n'y a pas d'action impactante. Il n'y a pas d'action impactante. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des agents qu'on casse et à qui on paye les salaires. Et aujourd'hui, nous allons y venir, il y a eu quand même des promesses électorales qui ont été faites par le président Bassirou Diomaye. Donc, bilan président Macky Sall, il faut retenir que c'est quelqu'un qui a mis l'emploi vraiment
comme au rang de priorité, parce que dans le cadre du PSE, comme dans le cadre de ces différentes interventions, déclinaisons, on voit que le président Macky Sall parlait tout le temps de l'emploi des jeunes. Maintenant, c'est sur la stratégie qu'il a pêché, parce qu'il n'y a jamais eu de stratégie sous le régime du président Macky Sall. Il y a des politiques d'emploi, c'est-à-dire la création de la DER est une politique d'emploi, le financement de 450 milliards pour l'emploi des jeunes, c'est une politique d'emploi, parce que c'est une mesure publique qui intervient sur l'emploi des jeunes. Mais il n'y avait pas une politique de l'emploi, c'est-à-dire un document de référence qui demandait à l'ANPEJ de créer 10 000 emplois, à la DER de créer 100 000, etc. Et pour pouvoir prétendre à 1 million ou 2 millions d'emplois. Donc, qu'on se comprenne bien. Il y a des politiques d'emploi, des mesures, mais il n'y a pas de politique de l'emploi, c'est-à-dire une stratégie. Donc, les promesses électorales du président Bassirou Diomaye Faye ont été quand même assez édifiantes. Et c'était des promesses qui étaient issues d'une étude minutieuse des limites des interventions des politiques d'emploi mises en place par le président Macky Sall et son équipe. Et au rang des promesses électorales, il y a eu ce qu'on appelle la maison de l'entrepreneur, que le président Diomaye avait promis comme l'agence unique de soutien à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est Aïda Mbodj qui a été nommé à la DER. Et la DER même est allée jusqu'à financer en réalité la tabaski, l'achat de moutons. Et ça, quelle que puisse être l'orientation, financer des promoteurs en élevage et peut-être les appuyer dans l'écoulement, bof, ça peut s'expliquer comme ça. Mais techniquement, c'est pas en réalité du ressort de la DER que de faire ça. Donc confusion de rôle. Ça c'est d'un. De deux, la grande agence gouvernementale sur l'emploi et le travail, le gager. Ça, je le rappelle encore au gouvernement dans le livre, parce que c'est une promesse électorale, et c'est issu, en réalité, de réflexion de techniciens. Certains ont pensé que j'ai fait partie, en réalité, de ceux ou celles qui ont proposé, mais bon, je n'ai pas de rapport avec les hommes politiques autres que techniques. Donc, je n'interviens pas dans un cadre de parti politique. Ça, c'est un choix personnel. Mais la grande agence, c'était une bonne trouvaille qui permettait de régler définitivement cette question de floraison des structures. Aujourd'hui, je le dis dans le livre encore, vous allez en France, vous allez au Québec, vous allez en Belgique, vous allez partout, vous avez une agence unique chargée des questions d'emploi. Une agence unique. On a Pôle emploi qui devient France Travail. On a Emploi Québec. On a le Forum. Dans chaque pays, on a une seule agence avec une personnalité balèze qui répond sur la base d'un contrat de performance et qui, à la fin de l'année, rend compte. S'il ne donne pas de résultats, s'il n'attire pas ses résultats, on le met de côté. Et comme ça, tous les salaires qu'on paye de façon désorganisée vont être centralisés quelque part avec un nombre d'agents. Bah, moi, je dis pas de supprimer les structures et de renvoyer les agents. Parce que l'expérience de 2014 est une expérience malheureuse. On a supprimé 4 agences et il n'y a pas eu de plan d'assistance pour les 200 agents. Et on a laissé pratiquement la majorité des agents sans assistance. Et finalement, c'est des ménages qui ont été brisés. Et donc, pour moi, regrouper toutes les agences et prendre ce personnel-là pour vraiment décentraliser la grande agence nationale. On peut dans chaque département, jusque dans chaque commune, avoir un bureau chargé en réalité des questions d'emploi. Et je pense que la grande agence peut prendre le personnel pour gérer cela. Autre promesse électorale, le programme Gunge pour accompagner l'insertion des diplômés. Ça aussi, c'était une promesse du président Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, pas l'ombre d'une proposition allant dans ce sens. Les maisons des emprises régionales aussi et des espaces de coworking, je pense que c'est dans le programme Bassirou Diomaye. Moi, j'ai fait une étude comparative de l'ensemble des propositions de quelques candidats à l'élection présidentielle. Et il y avait eu la proposition de Amadou Ba, et de Anta Babacar Ngom, qui étaient les meilleurs. Et pour moi, le programme Bassirou Diomaye était le 3e programme en matière d'emploi, de politique d'emploi. Mais aujourd'hui, on voit que, voilà, techniquement, sur ces aspects qu'on énumère, il n'y a pas encore l'ombre d'une matérialisation. Il y a eu le fonds aussi d'appui en faveur de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Souvent, on le fait.
vous savez, le concept d'emploi des jeunes est devenu un concept cosmétique et des femmes, parce que c'est des couches importantes et il faut politiquement, en réalité, mettre leur dénomination dans les structures pour que, à l'heure du bilan, dire qu'on a fait des choses pour les jeunes et pour les femmes. Et en Côte d'Ivoire, à une époque récente, on est allé jusqu'à créer un ministère de l'emploi et un ministère de l'emploi des jeunes. Ça a existé en Côte d'Ivoire très récemment, avec une agence et des directions nationales. Et à un moment, je taquinais mes amis ivoiriens en leur disant, comment vous faites entre les deux ministres, l'un chargé de l'emploi des jeunes, l'autre de l'emploi, globalement. Donc, mais, c'est des mesures purement politiques. Mais, techniquement, sur le terrain, nous devons juste nous concentrer sur l'efficience de ces politiques ou l'intelligence de cette organisation par rapport aux résultats en réalité auxquels on arrive. Donc, les promesses électorales du président Bassirou Diomaye Faye, il n'y a aucune des promesses, ça c'est, vous le voyez noir sur blanc, il n'y a aucune promesse qui soit en voie de matérialisation. Vous avez ces 5. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, la grande surprise, juste après les élections, il fallait nommer des gens. Et il commence par nommer une directrice générale à l'ANPEJ. Il commence par nommer Aïda Mbodj à la DER. Il commence par nommer. Et tous les postes aujourd'hui de directeurs d'agence où il y a du budget et peut-être pas d'action, on a mis des grosses pompes. Et politiquement, ça se comprend. Vous avez une masse qui a travaillé pour vous et techniquement, il faut les caser. Mais je pense que ça n'enlève en rien le fait qu'on puisse avoir une agence unique. Parce que si on a une agence unique, mettez un ministre délégué ou un secrétaire d'État comme dirigeant, super ministre, rang de ministre si vous voulez, et mettez des directeurs généraux, et je sais pas, que sais-je encore. Mettez une grille de rémunération qui permet, qui intéresse un peu, et qui permet de motiver ceux qui sont, voilà, ceux qui sont avec vous. Mais techniquement, qu'on en arrive à des résultats. L'esprit n'est pas de créer des structures qu'on confie à des personnes qui pensent que c'est eux, c'est elles, du moins, en réalité, la structure. Donc, au-delà des promesses électorales, on a eu l'agenda national de transformation, il y a une déclinaison sur la stratégie nationale de développement 2025-2029. Et dans la stratégie nationale de développement, maintenant, on a eu un plus qu'on n'a pas eu dans le PSE. Tout en sachant que c'est un travail de fonctionnaires, de techniciens, sur la base de la vision proposée par les hommes politiques, encore une fois. Parce que moi, ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est le projet. Les gens continuent à parler du projet, mais techniquement, c'est quoi le projet? Parce que dernièrement, même si on extrapole avec les dernières interventions du Premier ministre, on voit que il précise que certains actes en réalité n'entrent pas dans l'esprit du projet. Et nous, on se perd à partir de ce moment parce que le projet, c'est le plan national de développement ou c'est autre chose qui est sous-jacente. En tout cas, que les gens se précisent. Mais techniquement, de ce qu'on peut retenir, c'est que si le projet, c'est le plan national de développement, donc, on a une innovation de taille qui ne figurait pas dans le PSE. Par exemple, le PSE n'a jamais mentionné la formulation d'une stratégie, d'une politique nationale de l'emploi. Alors que, au niveau de l'agenda national de transformation, page 95-96, vous trouverez les déclinaisons de l'objectif stratégique 2.6 qui consistait à mettre en place une politique d'emploi efficace. Et ça, c'est déjà un très gros pas parce que si nous parvenons à asseoir une stratégie, ça veut dire que nous planifions nos objectifs en matière de création d'emplois d'ici à 5 ans, d'ici à 4 ans ou d'ici à 10 ans. Déjà, ça commence par là. Parce que ça va nous amener à passer de cette situation de flou, de cours du roi Pétro, où tout le monde décide et personne ne commande, vers vraiment une stratégie, une cohérence d'ensemble avec des structures de suivi et d'évaluation. Et donc, dans l'objectif stratégique, donc, ça c'est dans le plan national l'agenda national de transformation, plan stratégie nationale de développement. Et donc, il y a l'élaboration d'une politique nationale de l'emploi. Il y a les réformes du marché du travail. Et ça, je pense que c'est une transition, mais qu'il faudra peut-être mettre après sous l'actif du président Diomaye. Mais c'est pas encore finalisé. C'est-à-dire que sous le régime du président Macky Sall,
il a été enclenché un processus de réforme du Code du travail et du Code de sécurité sociale. Parce que j'ai l'habitude de le dire à mes collègues inspecteurs du travail, c'est l'administration du travail qui est le cœur du développement durable. Parce que il y a déjà le travail, et avec le travail, on est sur l'environnement, on est sur l'économique et on est sur le social. Donc les trois pompes du développement durable se retrouvent dans le cadre du travail et de l'emploi. Et aujourd'hui, le Code du travail permet une meilleure organisation du marché du travail. Le Code du travail, après évaluation, on s'est rendu compte que l'ancien Code du travail avait proposé, c'est toujours le code en cours, parce que c'est en 97 aussi qu'on a eu une politique de l'emploi et un code du travail. Et le code du travail actuel date de 1997. C'est-à-dire que le code du travail est plus ancien que beaucoup de jeunes qui peuvent peut-être nous sont en train de nous suivre. Et donc, le code de sécurité sociale, c'est dans les années 70. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour qui s'impose. Il y a eu la Covid-19, télétravail, on ne connaissait pas. Et à ce jour, le code du travail ne mentionne pas de disposition sur le télétravail. Il y a les données personnelles, le Code du travail n'en parle pas. Il y a la rénovation du dialogue social, le Code du travail n'en parle pas. Il y a énormément de choses. C'est-à-dire que on est allé même jusqu'à noter que le Code du travail n'était pas pro-emploi. C'est pas un code qui permet aujourd'hui d'encourager la création d'emplois. Et aujourd'hui, le diagnostic a été fait sous le président Macky Sall, qui a porté une partie du processus de formulation, mais quand le président Diomaye est venu, il a continué le processus. Et en continuant le processus aujourd'hui, en demandant maintenant la prise en charge de quelques préoccupations émanant du soi-disant projet que nous ne connaissons pas encore là. Et à ce jour, nous avons un projet de code du travail et un projet de code de sécurité sociale totalement bouclés. Et aujourd'hui donc, si c'est validé à l'Assemblée nationale, promulgué par le président de la République, ça deviendra vraiment des instruments de politique d'emploi à l'actif du président Bassirou Diomaye Faye. Le système d'information sur le marché du travail, ça on en parle depuis toujours, mais on n'arrive pas en réalité à l'asseoir. C'est quoi un système d'information sur le marché du travail? C'est un dispositif qui nous permet aujourd'hui, à l'instant I, par exemple, de nous dire il y a combien d'étudiants doctorants qui sont en recherche d'emploi dans le domaine de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous appelez à la direction de l'emploi, ou à l'ANPEJ, ou encore à la DER, on devrait, à la minute près, vous donner un tableau qui vous décrive le nombre que vous voulez de telle personne ayant tel profil répondant à tel. Et ça va permettre un peu un meilleur matching dans le marché du travail. Aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas comment chercher un emploi, qui ne savent pas quels sont les emplois disponibles. Et un système d'information nous permet en réalité d'arriver à ça. Mais aussi un système d'information va nous permettre de comprendre où vont les diplômés de droit de l'UCAD à la fin de leur parcours. C'est-à-dire qu'un système d'information vous informe. C'est un mécanisme de renseignement qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Et qui vous montre que vous maîtrisez votre population, vous maîtrisez votre marché du travail. Aujourd'hui, il n'y a aucune maîtrise du marché du travail, indépendamment de ce que l'ANSD donne comme taux de chômage. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc aujourd'hui, si l'ANSD ne donne plus de chiffres, ça veut dire que le Sénégal, en réalité, n'a plus de données. Et donc ça, c'est un système d'information qui peut le faire avec ce qu'on appelle un observatoire sur l'emploi. Et ça, je pense que c'est un engagement. Mais il n'y a pas d'acte encore posé allant dans ce sens. On va terminer avec aussi toujours l'objectif stratégique, le développement du système école-entreprise. Ça également, c'est ce qu'on appelle la formation duale. Ça a commencé avec le président Macky Sall également. Et il y a eu même une expérimentation avec un peu la Suisse, un peu le Canada, etc. Et je pense que la formation duale, avec le fonds de formation école projet de formation école entreprise PF2E. Fonds de finance. Non, non, c'est projet de formation école entreprise, je pense, PF2E. Donc le PF2E, comme la convention État employeur, est un dispositif qui permet aujourd'hui de placer des jeunes en entreprise et de leur permettre de valider leurs compétences pratiques. Et aujourd'hui, c'est un dispositif qui existait déjà, mais le nouveau régime veut généraliser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à la formation professionnelle et l'orientation définitive vers le système école-entreprise, aujourd'hui, c'est une option
que le gouvernement a quand même prises. Et c'est à saluer. Mais ce qui va bloquer, c'est que 97% des emplois sont informels. Comment ce système, en réalité, va être implémenté? Ça, c'est une question. Ça veut dire que tout ce qui a été proposé ici demande de la technicité, demande des techniciens, demande des gens qui ont de la vision, qui ont de la connaissance. Et à ma connaissance, ce gap-là, nous l'avons au niveau, en réalité, national. Également, il y a la promotion des investissements privés dans les pôles territoires, la promotion du volontariat. Aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas de créer de l'emploi et de mettre les jeunes voilà, dans les postes. Le président Diomaye a annoncé le recrutement de 700 enseignants, je pense, dans les écoles de formation professionnelle et l'enseignement supérieur. C'est une mesure, c'est une politique d'emploi. Mais les choses ne devraient pas se passer comme ça. Parce que ça devrait être planifié et que les gens puissent savoir quelle est la périodicité de l'ouverture du concours, par exemple, de l'ENA, du CFJ, etc. Quelle est la périodicité des recrutements et quelle est la plateforme qui, en réalité, prend tout cela en charge. Il y a une plateforme qui a été créée par le gouvernement récemment, mais il n'y a plus de communication là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme sous Abdou Diouf, sous Ablaye et sous Macky Sall. Il y a des problèmes où on veut parler de quelque chose, où on a nommé quelqu'un, on essaie de faire de la communication cosmétique. Et après, on se calme et voilà. Donc, le volontariat aujourd'hui, si on formait davantage les jeunes au volontariat, je pense que ça allait permettre de régler définitivement ces questions de simol, etc. Parce que le citoyen, il va se sentir tellement responsable de chaque acte qui va être posé. Et il va comprendre que sa voix est prise en compte et que son État se préoccupe de lui, de telle sorte qu'il ne serait pas capable de commettre certains forfaits. Et dernier élément, la convention État-employeur, qui existe depuis 1987. Donc ça aussi, c'est toujours une continuité. Ça existe depuis 87. Ça a été mis à jour en 2000. Et aujourd'hui, il y a une évaluation quand même faite par le nouveau gouvernement et qui veut aller vers une nouvelle négociation. Donc ce qui veut dire que, globalement, il y a de la continuité, globalement. La rupture, elle est annoncée, mais il y a peu d'actes éloquents, peu de mesures qui sont prises et qui rassurent quant à vraiment l'innovation réelle. Donc l'innovation réelle, on n'en trouve pas encore parce que les 25 structures existent encore, on a nommé à tous les postes, les 25 projets programmes existent encore et on en a créé d'autres. Et la stratégie, qui est la politique nationale de l'emploi, est en train d'être maturée. Mais c'est un processus. Parce que nous, on a eu un processus qui a été... moi, j'ai porté un processus de réactualisation de la politique de l'emploi entre 2016 et 2017-2018. C'est arrivé jusqu'en conseil interministériel. Et ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a dit qu'on va mettre en place une politique que la politique va finalement être abrupte. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que à mon avis, il y a des ruptures profondes à amener et ces ruptures-là en réalité n'existent pas, ne sont pas encore impulsées. Par contre, il y a quelques actions, dont déjà la mise en place d'un ministère en charge du travail et de l'emploi. Ça, c'est une mesure importante qui a rassuré dès le début quant à la mise en cohérence des actions du gouvernement. Mais, quand vous le faites aussi, et que l'ANPEJ reste au ministère de la Jeunesse, que la DER est rattachée à la présidence, ça veut dire que vous créez un ministère aussi. Vous faites encore dans la cosmétique. Parce que techniquement, il n'y a pas en réalité de cohérence d'ensemble. Donc, globalement, je pense que c'est ce que je tenais à titre introductif à vous présenter, en vous montrant à l'écran mon livre publié en mars, le site internet que j'essaie d'alimenter et à travers lequel je propose mes services. Et peut-être ceux qui veulent me contacter sur LinkedIn, voilà mon poste. Merci. Merci beaucoup, inspecteur, pour cette présentation vraiment enrichissante. Il y a beaucoup de points importants qui ont été abordés. Il y a certains que j'ai particulièrement aimés. Et le fait que vous précisiez qu'il n'y a pas de politique nationale de l'emploi, qu'il y a des politiques, qu'on n'a pas une politique nationale, globale. Il n'y a pas de cap pour le moment. Et il n'y a pas de politique passive. Je crois que notre économie n'est pas encore en mesure de supporter ça, du fait de l'instabilité. Vous avez également évoqué la sécurisation de la question du chômage. Ça, je crois même que ça fera l'objet d'un séminaire. Et la quantification, la question des données. Ça, je crois qu'il n'y a pas mieux que les chercheurs pour
pour faire état de cette carence. Donc, ce qu'on peut retenir pour le nouveau régime, c'est qu'il y a des promesses électorales intéressantes, mais que, pour le moment, elles ne sont pas encore matérialisées. Et l'autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est le code du travail, que vous dites n'est pas pro-emploi. Moi, je donne l'exemple du dialogue social, par exemple. On parle de dialogue social au Sénégal, mais les jeunes ne sont pas du tout représentés dans pour le processus. Et cette question-là n'est pas assez prise en charge. Bon, j'avais préparé un certain nombre de questions, mais la présentation a déjà pris en charge un bon nombre. D'abord, vous avez parlé d'inefficience du service public de l'emploi, cette instabilité institutionnelle, le fait que les programmes sont logés dans différents ministères, qu'il n'y a pas une cohérence d'ensemble. Moi, en préparant ce séminaire, j'ai remarqué que vous aussi, j'ai parcouru le programme de campagne du président actuel pour comprendre quelle était sa vision de l'emploi. Et l'une des solutions qu'il avait préconisées, vous l'avez cité, c'était de mutualiser les structures qui existent à travers la création de la maison de l'entrepreneur, Gagé, Gungé, etc. Et cette logique, vous l'avez précisé également, avait déjà été testée à travers l'ANPEJ. Et ma question est que, pensez-vous qu'il s'agisse d'une approche vraiment efficace, surtout que nous faisons face à une hétérogénéité des profils de jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une jeunesse, mais on a des jeunesses qui n'ont pas des parcours. Ce n'est pas un bloc uniforme, mais c'est très diversifié. On n'a pas les mêmes parcours, les mêmes vulnérabilités aussi. Donc c'est très hétérogène. Donc, est-ce que cette configuration-là n'appelle pas davantage une prise en compte différenciée des jeunesses, plutôt qu'une logique qui serait peut-être trop centrée? Je peux donner une autre ou vous laissez répondre déjà à cette question. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a vraiment des jeunesses, plusieurs profils de jeunes qu'il faille adresser. Mais toujours est qu'il faut comprendre en réalité l'esprit du service public ou de l'action publique. Aujourd'hui, quand vous avez un service public, pourquoi je parle d'inefficience du service public? C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez un service qui est chargé d'accompagner globalement tout le monde. Aujourd'hui, on parle de l'emploi des jeunes. Mais pourquoi on ne parle pas de l'emploi des seniors? On n'en parle jamais au Sénégal. C'est-à-dire, au Sénégal, quand vous perdez votre emploi à partir de 50 ans, pratiquement, vous risquez de ne plus en trouver. Parce que. Maintenant, pourquoi on parle de l'emploi des jeunes? Parce que les jeunes, globalement, ils font partie de la masse de personnes pour lesquelles il faut assurer l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes n'ont jamais eu de relation avec le marché du travail. C'est-à-dire que jusqu'à 15 ans, aujourd'hui, au Sénégal, l'âge minimum d'accès au marché du travail, c'est 15 ans. Et donc, c'est à partir de 15 ans que vous devez vous interroger au marché du travail. Ceux qui n'ont, les NIT par exemple, peut-être qu'ils se sont un peu frottés au marché du travail en travaillant dans les marchés, etc. Mais ceux qui font des études, c'est après le diplôme le plus souvent qu'on s'intéresse à l'emploi. Et donc, c'est totalement pertinent de dire qu'il y a plusieurs profils de jeunesse et qu'il faut trouver un moyen de les adresser. Mais le moyen de les adresser, ce n'est plus d'éclater les structures, mais de les ramener à une structure unique. Les véritables techniciens proposent souvent au gouvernement de réfléchir sur ce qu'on appelle un parcours d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que quand vous avez un parcours d'insertion professionnelle, vous avez une sorte de chaîne de valeur insertion. Parce que quand on parle d'insertion, déjà sur la notion, c'est qu'on prend quelqu'un qui est éloigné du marché et de l'intégrer jusqu'à ce qu'il ait une assise au niveau du marché. Et les jeunes, c'est des gens qui n'ont pas eu d'aventure sur le marché. Il faut les renforcer, leur montrer comment écrire un CV, leur montrer les soft skills minimales en réalité dont ils devraient disposer pour pouvoir travailler. Parce que aussi, on peut vous trouver un emploi, le lendemain, votre employeur vous licencie pour retard. Ou vous licencie pour écart de langage. Donc, dans les soft skills, dans la façon d'éduquer les gens à l'emploi, il y a toutes ces compétences-là qu'il faut mettre à leur disposition. Et quand vous avez un parcours d'insertion professionnelle, par exemple, vous avez un département orientation. Le département orientation, son travail. C'est-à-dire qu'on a même travaillé sous Macky Sall à la stratégie nationale pour l'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle. Ça n'a pas abouti en 2018.
il faut que l'orientation professionnelle soit là. Et quand vous avez un service d'orientation, ça veut dire que ce service est amené avec ses sous-bureaux à orienter n'importe quel jeune qui vient. Parce que orientation professionnelle, c'est quoi? Écouter le jeune, évaluer les compétences dont il dispose, essayer de travailler avec lui sur son projet professionnel. Il veut quoi? Il dispose de quoi? Voir s'il va être formé, s'il va être mis dans une entreprise, ou s'il va aller en apprentissage, ou s'il va en réalité acquérir des soft skills. Et ça, c'est le service d'orientation qui fait ce travail-là. On n'a pas besoin de service d'orientation scolaire pour l'école, collège, lycée, université. On n'a pas besoin de ça. Un service d'orientation, quand le service de l'emploi unique est décentralisé, c'est-à-dire qu'à Saint-Louis, jusqu'à Dagana où j'habite, vous avez un service de l'emploi avec un bureau orientation, un bureau formation, un bureau capacitation, un bureau entrepreneuriat et un bureau intermédiation. Et maintenant, vous avez un bureau suivi. Et donc, vous avez l'orientation, vous avez la formation. Et dans la formation, il y a juste la formation technique, mais il y a une formation en réalité de la vie en entreprise. C'est-à-dire que comment parvenez-vous à bien démarrer votre poste, comment parvenez-vous à gagner votre mérite de poste en entreprise. Ça, c'est des choses qu'on apprend aux gens. Et les services publics enseignent ça. Maintenant, c'est des formations accès qui ne sont pas la formation professionnelle. Donc, le service public ne va pas te former au marketing, mais le service public va te former à la manière en réalité de communiquer, par exemple. Parce que ça ne s'enseigne pas forcément dans les écoles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous avez un parcours d'insertion, orientation, formation, capacitation. Vous avez l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Vous avez l'accompagnement à l'emploi salarié, l'intermédiation. Et vous avez le suivi. Et vous avez une grande agence, 5 directeurs généraux, si vous voulez, chargés de ces questions, avec des directeurs trucs. Vous avez un grand immeuble, vous avez des spécialistes dans tout, les gens sont bien formés, et chaque jeune qui vient au service public de l'emploi, si c'est un étudiant, si c'est un élève, si c'est un analphabète, il a un interlocuteur. Et il y a des fiches de suivi qui quittent une structure pour aller vers une autre. Il y a des fiches de suivi qui, à partir de l'entrée dans l'établissement, la fiche porte le nom de l'intéressé, et on peut savoir à n'importe quel moment il est où. Et le système d'information va vous dire, le jeune tel, il est entré à l'ANBEJ tel jour, il a été capacité, il avait un projet, on a amené une demande de financement, la demande de financement est en cours. C'est-à-dire que votre conseiller en emploi de référent, il peut consulter sa machine et dire que ton financement est en cours de réétude ou de truc. C'est cela un système en réalité cohérent. Mais quand les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'emploi, comment on y arrive, bof, les gens sont avec des théories, ils lisent des livres et ils viennent. Après, on n'a pas de résultat. Mais pour moi, un service unique, service public unique de l'emploi, dynamique, peut nous permettre à régler beaucoup de questions. Merci beaucoup. Bon, la deuxième question, vous avez parlé également de la SND, que j'ai eu à parcourir également. Mais moi, j'avais le constat que la question de l'emploi des jeunes était faiblement abordée. Et mon constat a évolué à travers ce que vous avez dit. C'est vrai que dans cet axe stratégique-là, lorsqu'il parle de politique nationale de l'emploi, vu qu'on n'en a pas, ce serait vraiment une rupture et une évolution. Mais vous avez également précisé que les promesses ne sont pas toujours matérialisées. Donc, selon vous, sous quelle forme devrait s'opérer une consolidation de la mission agenda de cette problématique-là? C'est-à-dire que, est-ce que ça devrait se faire peut-être à travers des assises nationales, comme cela a été fait pour la justice ou le système politique récemment, inclure tout le monde, surtout les jeunes, ou bien par une évaluation sérieuse des programmes antérieurs. Ça, c'est déjà fait avec la CNE, la Convention nationale des employeurs, vous l'avez dit, qui a été récemment revisitée par le régime actuel. Mais est-ce que on ne devrait pas élargir ça sur tous les autres programmes et faire vraiment une évaluation, même si on sait que dans notre pays, on n'a pas encore une culture de l'évaluation des politiques publiques. Mais est-ce que pour une meilleure matérialisation des promesses électorales, est-ce qu'on ne devrait pas passer par là? Oui, c'est une option. Vous savez, le gouvernement a eu à prendre une excellente initiative. La grande conférence sociale. Ah, vous étiez là. On a organisé une grande conférence sociale. La grande conférence sociale est un lieu de dialogue social.
les jeunes étaient associés. Parce que les jeunes aussi ont le Conseil national de la jeunesse. Les jeunes aussi ont des organisations mises en place. Et ces organisations sont invitées. Comme le dialogue social, vous le savez, c'est pas qu'on appelle tout le monde à s'asseoir. Le dialogue social est organisé. Et les structures doivent être dynamiques. Les partis politiques doivent être dynamiques, tenir des rencontres, etc. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que un parti politique, souvent, ne peut être réduit qu'à son secrétaire général. Un syndicat peut être réduit qu'à son secrétaire général. Une association donnée se réduit souvent à celui qui l'a créé. Un mouvement de jeunesse se réduit à celui qui l'a créé. Ce qui fait que souvent, les meilleurs mécanismes pour un gouvernement de créer une désolidarisation, c'est de nommer de telle structure ou de le favoriser. Et ça crée en réalité une sorte de discorde. Et c'est un combat qu'on peut mener contre tel ou tel, une forme de punition. Mais pour moi, il y a le Conseil national de la jeunesse qui est l'institution naturelle de représentation de la jeunesse. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est ce qui a été institué. Et aujourd'hui, les jeunes doivent se battre pour que cette institution soit le plus dynamique possible, soit le plus ouverte possible, mais aussi que cette institution porte davantage la voix des jeunes. Et le ministre de la Jeunesse veut faire une réforme de cette institution. Certains jeunes sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas, mais c'est de trouver un consensus et d'en arriver à un instrument qui puisse nous faire quitter un point A pour aller vers un point B. On a toujours un point de renonciation. Excusez-moi. Donc, la grande conférence sociale a été organisée récemment, en avril, 24-25 je pense, ou 25-26. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les techniciens ont été invités, les gens sont venus, ont fait des communications, il y a eu des synthèses qui ont été faites, des échanges techniques sur comment aborder telle ou telle thématique. Et les thématiques phares ont été traitées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à la clôture de la conférence sociale, les gens pouvaient se rendre compte qu'il y a des difficultés. Parce que le président Bassirou Diomaye, il ouvre avec une clairvoyance vraiment extraordinaire. Et à la clôture, qu'est-ce qui se passe? La clôture, c'est le Premier ministre qui a clôturé. Et il commence par dire que tout ce que vous faites là, ça a été fait N fois. Il faut maintenant passer à l'acte. Et il vient avec deux propositions, grande offensive formation, grande offensive emploi. C'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas tenu, ou lu ou exploité les conclusions. Lui, il vient avec des propositions. C'est-à-dire que, techniquement, quand on m'interpelle quelque part, quand on me demande mon opinion, ce serait intéressant de sentir que l'autorité a été bien préparée, qu'elle a lu, et qu'elle puisse prendre au moins 2 ou 3 choses à magnifier, prendre 2 décisions de rupture, et peut-être dire que le gouvernement a travaillé sur ça. Mais le Premier ministre a dit la primature travaille sur ça. Et maintenant, tout ce que vous avez fait là, c'est fini, maintenant il n'y a plus de grandes rencontres, etc. On va voir comment aller dans les 2 grandes offensives. Et les 2 grandes offensives, on n'en parle plus. C'est-à-dire que techniquement, ce n'est plus une question de dialogue social, mais c'est une exploitation du dialogue social. Et c'est du crédit accordé au dialogue social. Souvent, ce que je pense, et ça pour l'avoir vécu avec beaucoup d'autorités politiques, c'est que hors du gouvernement, hors du système, hors de l'administration, il y a une forme de méprise. Il y a une forme on sous-estime un peu les capacités de ceux qui sont là. Même sous Macky Sall, vous avez des gens qui ont travaillé et qui ont fait des résultats. Mais souvent, quand on est politique, on essaie de sous-estimer les compétences des uns et des autres. Et souvent, on pense que on va venir avec des recettes toutes faites. Et c'est face à la réalité qu'on se rend compte que la chose n'est pas facile et que les anciens ont travaillé. Si aujourd'hui le Sénégal en est à ce climat stable, à cette intelligence collective, on traite de la problématique de l'emploi avec la même compréhension. Et on tient un débat très civilisé, très intellectuel. Ça, c'est parce que les anciens ont travaillé. Maintenant, il y a toujours quelque part où ça n'a pas marché. Une raison ou une autre. Et ça ne doit pas être une raison d'homme. Mais ça devrait être en réalité un mécanisme de système. Et pour moi, je pense que il n'y a pas de crédit qui soit donné au dialogue social. C'est cela le véritable problème. Mais aussi, il y a une forme de nouvelle intelligence qui consiste à tout casser et à rejeter la légitimité
vraiment de tous ceux qui ont travaillé dans telle ou dans telle chose. Et ça n'arrange absolument rien du tout. Mais pour moi, la conférence sociale a été tenue, il y a eu les conclusions, il y a des promesses de campagne qui sont écrites noir sur blanc. Pour moi, il faut venir appliquer. Voir comment en arriver à la grande agence. C'est simple. Vous avez proposé une grande agence. C'était une campagne, une promesse électorale. On ne vous a pas élu parce que vous êtes beau ou parce que les gens vous aiment, mais on vous a élu. Certains ont voté parce qu'il y a eu un programme. Et donc, sur la base de ce programme, dites comment matérialiser 2 ou 3 choses qui permettent de faire bouger les choses. Maintenant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement, ça c'est d'accord, mais poser des actes et rationaliser. Pour moi, 25 agences, vous rationalisez à une structure unique. On n'a plus besoin d'autre chose. Mais si vous avez une structure unique, vous avez 500 milliards pour l'emploi, globalement. L'emploi, globalement, vous pouvez mobiliser 500 milliards en tout. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Deuxième chose, il faut faire très attention. Le président Macky Sall, quand il était confronté aux troubles, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle les jeunes, il parle de Conseil national de jeunesse, etc. Ça n'a jamais fonctionné après. Il n'y a pas eu de réunion. On met en place des structures, il n'y a jamais de réunion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je mets 450 milliards sur la table. Le président Macky Sall est le seul à le faire dans les pays africains, à ce que je sache. Jusque-là. 450 milliards sur 3 ans. 150 milliards par année. Mais 150 milliards sur l'emploi des jeunes, mais ça veut dire que les choses devaient bouger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On met un programme Daouni. On se met entre 4. On essaie de politiser. Quand le président va quelque part, on va financer. C'est comme ça qu'on continue à fonctionner jusqu'à présent. Et ça ne nous permet pas en réalité de régler les choses. Pour moi, il faut s'en tenir au plan de départ. Si dans le projet, ces grandes agences, c'est l'heure est venue d'aller vers la grande agence. Et quand il y a des problèmes de deniers publics, des problèmes en réalité de train de vie de l'État, c'est à partir de ce moment qu'il faut rationaliser. Et pour moi, le premier acte qu'il faut poser par rapport à l'emploi globalement, avant de parler de l'emploi des jeunes, c'est de rationaliser les structures, d'aller vers une politique et de rationaliser déjà le budget qui est là. On libère la DER, on met tout là-bas, les gens ont de l'argent jusqu'à financer des moutons, alors que les jeunes ont des business plans qui n'avancent pas. Et il y a d'autres structures qui peuvent y travailler. Voilà. Merci beaucoup. Bon, puisque nous accueillons un acteur qui a été au cœur de la planification, il y a une question, je ne peux pas m'empêcher de vous poser ça. Moi, plus j'explore la question de l'emploi au Sénégal, et plus je me demande je m'interroge sur la logique économique qui sous-tend l'action de l'État. Il y a beaucoup de théories économiques, vous les connaissez mieux que nous, qui proposent des pistes de sortie. Par exemple, la théorie du capital humain, je crois que vous l'avez évoqué, de Gary Becker, qui postule qu'il y a une corrélation positive entre investissement en formation et productivité, ou encore la théorie de la segmentation du marché du travail entre segments formels et informels, qui appelle à traiter différemment les différents segments. Or, l'action publique au Sénégal, à mon avis, manque vraiment de lisibilité. C'est-à-dire que tantôt, on a l'impression que l'État veut faire de tous les jeunes des entrepreneurs. Tantôt, c'est la formation professionnelle et l'employabilité qui sont mises en avant, sans autant même mettre derrière un tissu industriel capable de tout absorber. Donc, vous qui êtes au cœur, y a-t-il réellement une logique économique qui guide les différentes politiques? Bon, là, on va faire un peu une rétrospective de tous les régimes passés. Ou s'agit-il simplement de réponses conjoncturelles à la suite de crises sociales, de crises politiques, etc.? Oui, globalement, je pense que vous l'avez dit. Quand il manque de lisibilité, les gens vont y aller sur la base de leur propre perception. Mais pourquoi les gens y vont avec leur propre perception? C'est parce que cette absence de lisibilité est due à un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de stratégie, quand l'État ne met pas une stratégie sur la table, comment allez-vous analyser en réalité le soubassement ou l'orientation économique en réalité de l'État? C'est-à-dire que depuis les années 70, il y a eu choc pétrolier, la situation a commencé à se compliquer. FMI, Banque mondiale, Institution Bretton Woods, ils ont décidé d'aller vers les ajustements structurels. Le président Senghor, il n'y a plus de possibilité de, voilà, ça va être compliqué, on va gérer par procuration ou sous contrôle. Je laisse le pouvoir à Abdou Diouf. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui se passe, Abdou Diouf vient, vous allez en réalité, c'est sur commande, dégraisser la fonction publique, réduire le train de vie de l'État. On a commencé à licencier dans les années 80.
Et c'est en 80 qu'on a commencé à avoir l'opération des 400 maîtrisards chômeurs. Les premiers 400 maîtrisards qui étaient chômeurs, c'était en 80. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une mesure conjoncturelle. Programme, opération maîtrisard chômeur. Parce qu'il y a 400 maîtrisards chômeurs. Parce qu'avant, vous travaillez, vous étudiez, vous venez, l'État vous donne en réalité du travail. Mais à partir des années 70-80, la donne a changé. Et donc progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit sénégalisation des emplois. Sénégal, Mauritanie, on a eu des problèmes, programme réfugiés. Après dévaluation franc CFA, voilà. Programme Khayundaouni, c'est venu de quoi? Voilà. Il y a pas de logique en réalité qui soit dessinée, lisible et qui puisse être partagée. Aujourd'hui, c'est sûr que ce que je dis comme ça, si j'empruntais une logique, le professeur Aboukan n'allait pas être d'accord. Et Cheikh Ngom, par exemple, le grand consultant, n'allait pas aussi être d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être d'accord sur une orientation que l'État prend. Parce que l'État n'a pas rédigé une politique, n'a pas donné une orientation, mais aussi dans les actions de l'État, on peine à y voir plus clair. Déjà sur le programme Khayundaouni, moi j'avais dit, on a pratiquement près de 400 000 entreprises, toutes informelles. L'État a de l'argent, 450 milliards ou 150 milliards par an. Est-ce qu'il ne fallait pas, dans l'élan de redorer le tissu économique, de formaliser un peu, de gagner en termes d'impôts, mais aussi de rendre visibles nos entreprises, de les rendre plus sécures, de développer les PME? Est-ce que l'État ne devait pas prendre sur les 150 milliards annuels, 100 milliards à injecter directement dans l'économie informelle pour exiger aux gens qui ont, par exemple, on ne dit pas Diaïkatou Gerté à Londres, mais on dit par exemple des entreprises qui ont pignon sur rue mais qui décident d'être dans l'informel. Parce que aussi ça, c'est le coup warli warlenen. Tandis que vous le faites, vous devenez informel et vous avez juste une ligne à truc registre de commerce, parfois vous payez vos impôts et sur le reste, il n'y a pas de barème de salaire, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc. Et si l'État disait, j'injecte 10 millions par exemple par grande structure et je vous demande de prendre en charge 2 ou 3 jeunes sur une période de 2 ans. Vous prenez 100 milliards, vous injectez sur des structures de l'économie informelle qui sont capables de devenir formelles. Vous les appuyez, bureau de mise à niveau, etc. Tout le monde s'y met pour que l'entreprise soit solide. L'État diminue un peu les impôts, fait des tickets d'impôts, etc. Mais ça, vous avez des gens qui vont s'engager, qui vont prendre des jeunes, qui vont y travailler et de façon durable. Et à la fin, s'ils savent qu'il n'y a plus d'issue pour retourner vers l'informel, les gens vont titulariser ces jeunes et ils vont leur payer un salaire correct. Mais vous ne le faites pas, vous financez des jeunes qui n'ont jamais travaillé. C'est-à-dire que je le dis souvent, le grand paradoxe du pays, c'est illisible. Parce que c'est moi, éternel salarié, qui n'ai jamais entrepris quoi que ce soit, qui forme sur l'entrepreneuriat. Tous ceux qui forment sur l'entrepreneuriat n'ont pas d'entreprise. Et c'est vous, chômeurs, qui n'avez jamais travaillé, qui formez sur la rédaction du CV, sur les méthodes de techniques de recherche d'emploi. C'est compliqué. Pour moi, il faut que l'État travaille sur la visibilité. Aujourd'hui, vous avez théorie du capital humain. Quand vous le dites, on va dire non, on fait sur la formation duale, etc. On peut avoir une logique, mais c'est pas la logique du gouvernement. Parce que la logique du gouvernement, c'est que l'emploi est là, c'est un problème, on ne peut pas régler ça. On ne peut pas régler ça. C'est-à-dire que les gens partent sur un postulat. On ne peut pas régler les problèmes d'emploi. Alors que le nombre de chômeurs, trimestre 1, c'est 1 400 000 chômeurs. On a 1 400 000 chômeurs. On travaille juste sur comment, en réalité, agir sur cette cible. Mais l'entrepreneuriat, moi, je n'ai rien contre l'entrepreneuriat. Mais les gens sont dans leur bureau, ils sont des salariés et ils disent aux gens, allez entreprendre. C'est pas juste en réalité. Parce que les jeunes, c'est pas tout le monde qui sait entreprendre. Vous allez demander à un étudiant de sciences politiques d'aller entreprendre. Certains peuvent réussir, mais d'autres ne savent pas comment entreprendre avec le diplôme de sciences politiques. Et puis, quand vous le faites aussi, il y a tout un tas de problèmes. Vous ouvrez une entreprise, ça meurt au bout de 3 mois, 4 mois. Parce que vous pensez que la clientèle est là, etc. Alors que la configuration de l'économie même ne vous permet pas en réalité de facturer certaines choses. Souvent, c'est très difficile. Et la question de l'entrepreneuriat, c'est pas un choix de l'État. C'est une fuite en avant. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable aujourd'hui de donner de l'emploi aux jeunes
Et l'État a décidé, ça c'est depuis Wade, depuis Diouf, on a décidé de dire la théorie en réalité de l'entrepreneuriat. Mais tout le monde sait que entreprendre, c'est créer une entreprise. Et créer une entreprise, c'est très difficile. Et quand on crée une entreprise, on paye des impôts. Quand on crée une entreprise, on a des charges. Et cela demande une certaine technicité, ça demande une certaine passion. Et puis, il y a toute une science autour. La preuve, les jeunes là, Jakarta. Vous avez des étudiants qui conduisent des Jakarta. Je n'ai rien de contre. Ça peut être un job étudiant qui permet d'arrondir les angles. Mais souvent, les jeunes finissent par abandonner l'université pour ce, voilà. Pour moi, il y a un travail de fond à faire. C'est-à-dire que l'État doit ressortir une logique d'ensemble dans son action. Et en ce moment, il n'y a pas de logique d'ensemble. Parce que, en fonction de la situation de notre pays, on ne peut pas que miser sur le capital humain. On ne peut pas miser, parce que si vous misez sur la segmentation du marché du travail ou l'intermédiation, mais vos agences d'emploi ne sont pas bons. Ils ne sont pas bonnes du moins. L'ANPEJ n'est pas si opérationnel que ça. On a coupé toutes les ressources, toutes les ailes de l'ANPEJ, alors que c'était la structure dédiée qui devait gérer ces questions. L'emploi des jeunes, agence unique, c'est l'ANPEJ. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, intermédiation sur le marché du travail, les jeunes n'ont pas de visibilité. Si vous n'avez pas de système d'information, est-ce que l'État, qui n'a pas de système d'information, peut dire que je mise sur la segmentation du marché de travail ou l'intermédiation du marché de travail comme option? Non. Et Job Research, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de logique unilatérale sur la base de laquelle on peut étudier en réalité le marché de travail. La réalité est que le tissu économique est faible. Il faut renforcer le secteur privé. C'est aussi simple que ça. Si on a un secteur privé fort, soutenu par l'État, tous ces jeunes-là, en réalité, dans la grande majorité, peuvent trouver de l'emploi. L'entrepreneuriat ne doit pas être en réalité une option forcée aux jeunes. C'est injuste. Il faut que les gens, en réalité, travaillent à permettre à tout le monde d'avoir un choix. Un jeune doit avoir le choix d'entreprendre ou d'aller vers un emploi salarié. En France, c'est pas ça. France Travail cherche de l'emploi salarié pour les jeunes. En France, France Emploi vous cherche un emploi salarié. Et il ne vous dit pas allez entreprendre. On se comprend? Merci beaucoup. Bon, j'avais d'autres questions, mais je vais essayer de prendre les questions dans le chat. Bon, les deux premiers, je crois que vous y avez déjà répondu. Bon, c'était une question pour savoir, y a-t-il une rupture entre les deux régimes? Bon, je crois que pour le moment, il n'y en a pas encore. Quelle solution envisager pour inverser la tendance du travail informel? Ça, je crois que c'est déjà répondu, à moins que vous vouliez ajouter. Bon, il y a une question de Thierno Diallo qui demande, existe-t-il une synergie entre la direction des statistiques du travail et des études et l'ANSD pour la mise en place du système d'information? Bon, ça concerne le déficit de l'information dont on parlait, qui est l'un des obstacles majeurs du pays. Oui. Bon, moi, je vais greffer une petite question qui va toujours dans le même sens. L'ANSD fait des efforts, mais on sait que c'est pas suffisant pour avoir toute l'information sur le marché du travail. Mais que pensez-vous sur une décentralisation de la production de données? C'est-à-dire qu'on ne confie pas tout à l'ANSD, qu'on le décentralise peut-être au niveau des collectivités territoriales pour que ce soit un peu décentralisé et avant que les données soient compilées au niveau central. Donc merci. Je pense que comme on l'a dit, rupture entre les deux régimes, il y en a sur la vision. Parce que dans les régimes précédents, il n'y a pas eu l'option de politique de l'emploi depuis 97. On n'a pas engagé dans le document de planification qu'on va vers une politique nationale de l'emploi comme stratégie. Dans le projet, de ce qu'on comprend par le projet, le plan de stratégie nationale de développement, il y a un esprit de rupture allant vers la formulation d'une politique de l'emploi comme document stratégique. Page 94-95. Et donc, par rapport aux actes posés, les promesses de campagne, en réalité, ne sont pas encore concrétisées. La grande agence, le programme Gungé, entre autres, il n'y a pas d'acte posé à ce niveau. Donc, l'autre question sur l'emploi informel, le travail informel, l'économie informelle, comme vous le savez, c'est une économie en réalité c'est ce qui décrit notre économie nationale. C'est-à-dire que quand vous avez 97% d'entreprises informelles, ça veut dire que l'informalité n'est plus une anormalité, mais c'est une normalité culturelle. D'aucuns l'expliquent par le fait que à l'époque coloniale, il y avait une forme de résistance que les autorités religieuses faisaient par rapport
aux colons. Et l'économie informelle entre un peu dans ce siège-là. C'était une économie de contestation. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des enjeux de développement qu'il y a là-dedans. Quand vous êtes une entreprise informelle, le plus souvent, les questions de sécurité santé au travail ne sont pas respectées. Il y a beaucoup d'accidents du travail là-dedans. Les gens peuvent avoir de la main coupée, etc. Il n'y a pas de prise en charge de santé. Les rémunérations peuvent ne pas être correctes. L'entreprise informelle aussi ne peut pas prétendre au marché public, etc., etc. Il y a autant de choses qu'il faut en réalité régler à ce niveau. Pour moi, renverser la tendance, c'est après. Le professeur Ablaïan à l'université de Saint-Louis sociologie en parle. C'est-à-dire qu'il a proposé une stratification de l'économie informelle. Parce qu'il y a une partie de l'économie informelle qu'on peut valablement amener vers ce qu'on appelle la transition. Quitter l'économie informelle pour aller vers l'économie formelle. Ça peut être facile pour certains types de structures. Mais il faut un travail ardu à ce niveau avec un encadrement en réalité réel. En termes de financement, en termes de mode de gestion, mais aussi et surtout en termes de mise à disposition de ressources humaines. Par contre, sur les synergies entre ANSD et DSTE, DST maintenant, ce n'est plus DSTE, ce qu'il faut prendre en compte à ce niveau, c'est que nous avons un système national de statistiques. Et dans le système national de statistiques, c'est l'ANSD qui pilote en réalité. Et quand l'ANSD pratiquement pilote, elle est en intelligence avec toutes les structures sectorielles. Aujourd'hui, c'est la DST, Direction des statistiques du travail, qui prend en charge toutes les statistiques au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi. Aujourd'hui, elle ne le fait pas, la Direction des statistiques du travail ne le fait pas sans une intelligence avec l'ANSD. Donc, ce qui veut dire que l'ANSD est là, mais n'est pas statique. Elle est en intelligence avec ses structures et les soutient aux besoins. Aujourd'hui, vous avez des enquêtes sectorielles, c'est l'ANSD qui les met en œuvre. Vous avez des préoccupations, par exemple, sur enquête, emploi ou truc, l'ANSD organise des sessions, demande vos préoccupations en matière d'information et les prend en charge dans ses formulaires d'enquête. Donc, les choses-là ne se font pas de façon truc. L'autre aspect aussi, c'est que l'ANSD a des directions régionales. Les directions régionales gèrent un peu les statistiques au niveau local. C'est-à-dire que ce que nous n'avons pas jusque-là, c'est que les statistiques du marché du travail ne sont pas déclinées par département. Par exemple, si vous vouliez aujourd'hui avoir les données taux de chômage, taux d'emploi, etc. pour département de Saint-Louis, ça va être difficile de l'avoir. Même si l'ANSD peut le faire, mais ça risque d'être difficile de l'avoir. Donc, ce qu'il faut demander, c'est plutôt le renforcement des directions régionales des statistiques pour prendre en charge un peu ces préoccupations. Mais il faudrait que pour que cela se fasse, que la décentralisation marche. Nous aussi, on a une communalisation intégrale, mais il y a des communes qui pensent que l'emploi est une compétence qui devrait être transférée. L'emploi, c'est pas une compétence, c'est un résidu de l'action économique. Donc, l'emploi naît du dynamisme économique. Ce qui fait que c'est une mission naturelle de n'importe quelle structure et de n'importe quelle personne. Nous, individuellement comme collectivement, on est responsable, on est concerné par l'emploi. Parce que si vous n'intervenez pas sur l'emploi, un chômeur chez vous va poser problème. Si vous ne travaillez pas, ça va se répercuter sur votre famille. Parce que, voilà, l'emploi, il est réellement central. En tout cas, sur les synergies, il faut concevoir que c'est des synergies existantes et que si les sectoriels ont besoin de connaissances approfondies de leur domaine, il y a l'ANSD qui vient à la rescousse. Maintenant, il y a une interrogation qui est posée très souvent relativement à ce qu'on appelle le système d'information sur le marché du travail. Le système d'information du marché du travail n'est pas forcément le système statistique. C'est pas que la statistique. Ça peut être une forme comment dire, l'observatoire du moins. Parce que l'observatoire est la structure qui accueille ce qu'on appelle un système d'information. Parce que l'observatoire va nous dire sur l'intelligence artificielle quelle est la position du Sénégal. On devrait aujourd'hui avoir une position nationale ou un rapport national sur l'intelligence artificielle et le marché du travail sénégalais. Et ça, c'est un observatoire qui le fait. Un observatoire le fait sur la base de recueils de données statistiques, mais aussi de réflexions de professeurs d'université, de doctorants en sciences politiques, etc. Et les observatoires sont des institutions mises en place par l'État, et ça a été demandé par les cadres de l'UEMOA depuis des années,
tous les pays de la sous-région ont fait un effort, sauf le Sénégal, qui n'a jamais mis en place un observatoire. Et aujourd'hui, il faut mettre un observatoire, ils mettent des universitaires, économistes, juristes, politistes, etc. Mais aussi et surtout, mettre des statisticiens, afin que les gens puissent faire des études anticipées, faire des projections sur vraiment l'état de l'économie et peut-être envisager éventuellement des pistes de solutions. En France, vous l'avez dans pratiquement tous les pays, parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est une ressource clé pour, en réalité, la guerre ouverte ou latente. Aujourd'hui, il faut avoir de l'information. Et disposer de l'information nous permettra de maîtriser nos jeunes, de maîtriser notre marché du travail et de maîtriser notre pays. Voilà. Merci, inspecteur. Bon, il nous reste moins de 10 minutes. On vous demande de prendre une dernière question. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres questions que nous ne pourrons pas prendre en charge. La question, bonjour, nous saluons. Bon, toutefois, j'ai deux préoccupations. Vu le nombre de diplômés dans les universités et leur difficulté même de trouver un stage parallèle à leur formation, est-ce que les concours qui se font par année ou par 2 ans restent-ils le seul canal d'intégration dans la fonction publique ou l'administration? Quels conseils donnerez-vous aux jeunes diplômés dans les universités publiques, dans le système de l'information dont vous parlez dans votre présentation, dans la quête d'emploi ou de stage? Il pose une question extrêmement intéressante parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est l'occasion de le dire, beaucoup de jeunes font focus sur l'administration. Nous sommes fruits de l'administration. Et nous avons vécu ces mêmes difficultés. Parce que en 2006, nous avions notre DEA, nous avions notre licence de sciences politiques. Et c'est cette même année qu'on est admis à l'ENA. Mais avant, en 2005, il y a eu une crise à l'UGB qui consistait à faire sortir les doctorants et les étudiants de niveau DEA, 3e cycle, à les faire sortir du campus parce qu'il y avait un problème de logement. Et nous, à l'époque, on s'est battu, on a dit on ne sort pas de l'université parce que quand on sort, on va où? On est étudiant comme tous les autres. Donc, il faut respecter les droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on est qu'à l'université et qu'on n'a pratiquement aucune ouverture, aucune information sur le marché du travail. Et c'est quand on devient diplômé qu'on se rend compte que nous, on doit travailler en réalité. Et c'est là où démarre en réalité le problème. Le véritable choc, ce qu'on appelle la courbe du deuil. Moi, je l'appelle la courbe du deuil du chômage, et c'est dans le livre. Vous avez un choc à partir du moment où vous vous dites, mais moi, je dois trouver du travail parce que la formation est finie. Qu'est-ce que je vais faire demain? Vous allez nier que vous êtes chômeur, et pourtant vous êtes chômeur. Vous commencez à chercher de façon désorganisée. Et après, ça devient difficile. Certains vont sombrer. Certains vont être dans la dépression, dans ce moment de chômage-là. D'autres vont abandonner. Et ça, il y a un travail de fond que l'État devrait faire, que les services publics devraient faire. Parce qu'il y a une anticipation qu'il faut faire relativement à ça. Et cette anticipation devrait vous montrer que vous n'avez pas que la fonction publique comme prétention. Parce que fonction publique, il y a deux voies. Il y a la voie des concours, où vous faites magistrature, CFJ, vous faites École nationale d'administration avec les branches diplomatie, travail, sécurité sociale, impôts et domaines, trésor, administration générale, enquête économique, douane. Mais il y a un autre recrutement que l'administration fait parallèlement. Vous allez avoir les 700 enseignants que le président a annoncé. Ça, c'est des recrutements en réalité spéciaux. Et ces recrutements spéciaux sont organisés régulièrement. Sous Macky Sall, je pense que chaque 3 ans, 2 ans, chaque 5 ans, chaque 3 ans, je pense, ou 5 ans, il y avait plus de 10 000 qui étaient recrutés. Et souvent, c'est des dépôts qu'on fait au niveau de la fonction publique avec tout ce qu'il y a comme dossier. Et souvent, il y a une sélection. Mais toujours, c'est là maintenant où les bras longs, où l'opacité est réelle. Parce qu'on ne maîtrise pas les contours du recrutement. Et à un moment donné, on dépose, mais on n'a pas de réponse. Maintenant, la fonction publique, comme je dis, il y a les concours, mais il y a également le recrutement spécial direct. Par contre, moi, quand vous êtes universitaire, ce que je vous conseille très souvent à faire en matière de recrutement, c'est de très tôt vous ouvrir au marché du travail et de documenter, vous, votre propre marché du travail. Parce que je suis politiste. En sciences politiques, je fais quoi? Je suis sur les questions politiques. Je suis sur la géopolitique.
Je suis sur les questions de défense, de paix, de sécurité, etc. Qu'est-ce que je peux avoir comme ouverture? Aujourd'hui, dans l'humanitaire, on recrute N personnes sur la base juste de diplômes en sciences politiques. On va mettre expérience 5 ans ou on va mettre junior, tout en sachant que vous n'avez pas d'expérience. On essaie d'écarter les farfelus et les blagueurs en mettant 5 ans, 6 ans d'expérience. Parfois, vous venez avec d'autres compétences que vous avez, on peut vous recruter sans aucune expérience. Et moi, j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région, d'Afrique, et en Afrique, et je rencontre des Sénégalais très jeunes qui occupent des postes de responsabilité dans des structures insoupçonnées. Ils sont dans l'humanitaire, ils sont à la Banque mondiale, ils sont au FMI, ils sont en Union africaine, CEDEAO, UEMOA, etc. Vous faites Sciences Po, vous devez viser toutes ces institutions. La preuve, l'Union africaine comme la CEDEAO offre des bourses. Je pense qu'il y a une période où on offre des bourses pour les Nations Unies, pour l'UEMOA, pour la CEDEAO, etc. Mais ça, c'est à vous de scruter ces sites et de chercher votre emploi à votre manière. Parce que sciences politiques, vous allez en prendre dans quoi? Vous allez ouvrir un cabinet et être consultant. Mais si vous n'avez pas d'expérience réelle, vous allez être consultant exécutant ou consultant de conception de stratégie. Ça a posé problème. Donc, il vous faut des états de service. Et les états de service, il faut les avoir en réalité dans ces grandes organisations. Aujourd'hui, quand vous êtes recruté à CEDEAO, UEMOA, mais c'est fini pour vous. Vous avez le site Inspira des Nations Unies. Il faut mettre votre CV, ils prennent des inter. Il y a des stages qui sont proposés. Vous déposez. Et là-bas, c'est pas bras long ou truc. Vous avez des possibilités en réalité de vous intégrer. Pour moi, chaque diplômé du niveau supérieur doit s'informer sur les possibilités d'emploi de son secteur. Moi, j'ai animé beaucoup de rencontres à l'UGB. Parfois, vous touchez aux questions d'emploi, mais vous avez peu d'étudiants parce que les gens ne sont pas intéressés réellement par ces questions. Souvent, c'est devant le fait accompli, après obtention du diplôme, qu'on va forcément trouver quelque chose. Et souvent, vous avez un master en sciences politiques, on vous prend comme stagiaire dans une structure et vous allez faire la photocopie, préparer le teint. On vous paye 50 000, 150 000 et souvent certains s'enlisent là-bas. Vous avez beaucoup d'assistants de direction, non formés comme assistants de direction, qui s'enlisent quelque part parce qu'ils sont entrés en stage et ont commencé avec 150 000 et ne veulent plus en réalité faire autre chose. Souvent, c'est bien avant que ça se prépare. Et en cours de formation, vous pouvez avoir en réalité des stages dans les grandes institutions. Et ça, c'est valable pour tous les autres secteurs. Moi, je le dis pour ceux qui ont fait lettres. Il y a même avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'avoir vos services de consultance en matière de traduction de documents, en matière de transcription, d'enquête, etc. Il y a énormément de choses que les gens peuvent faire. Mais il faut aujourd'hui prendre du temps pour ça dans le cadre de vos formations. Exiger que régulièrement qu'il y ait des sessions de formation ou des séminaires sur le marché du travail, sur les techniques de recherche d'emploi, sur même l'observation globale du marché du travail. En sciences politiques, qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'emploi? Et c'est énorme. On ne peut même pas soupçonner, c'est énorme. Et on peut être dans n'importe quelle structure. Également, travailler sur la flexibilité. Parce que parfois, il nous arrive de travailler dans un secteur qui est proche de ce qu'on a appris, mais qui n'était pas en réalité notre destination de départ. Moi, j'ai fait sociologie et sciences politiques. Aujourd'hui, je suis inspecteur du travail, c'est-à-dire que je suis technicien du droit du travail. Je parle du droit du travail. Et j'ai une voix qui porte à ce niveau, parce que, voilà. Ça veut dire que il a fallu que j'entre à l'ENA, etc. Mais aujourd'hui, je suis sur autre chose. Par exemple, sur l'emploi, c'est pas le droit du travail. C'est-à-dire qu'à tout moment de votre carrière, vous pouvez bifurquer sur la base de vos points d'intérêt. Mais ne laissez pas le vent vous mener où il veut. C'est-à-dire que travaillez sur votre propre perception du marché du travail, documentez-vous sur les options et entrez régulièrement dans les sites de toutes les institutions internationales. Parce que c'est des structures qui recrutent. Même à Genève, Nations Unies, les gens prennent des stagiaires. Vous pouvez y retrouver des Sénégalais, vous pouvez y retrouver des Maliens. Il n'y a pas de problème pour ça. Pour moi, il ne faut pas développer de complexe. Il ne faut pas se faire de fixation sur la fonction publique. Parce que vous entrez dans la fonction publique.
on ne considère pas votre diplôme. Vous êtes à un niveau agent d'appui. Mais vous pouvez mourir avec moins de 500 000. Vous pouvez mourir avec moins de 500 000 francs. Et qu'en est-il de vos ambitions? Pourquoi vous êtes allé à l'université? C'est pas pour occuper un poste en réalité d'exécutant ou d'agent support et à vie. Et souvent même, certains sont obligés de se reformater, de payer d'autres formations. Donc, il faut, dès votre entrée à l'université, vous intéresser à ces problématiques de, voilà. Certains font la thèse parce qu'il n'y a pas de perspective, mais il n'y a pas de moment trop tard pour, en réalité, essayer de s'interroger sur son propre positionnement sur le marché du travail. Au besoin aussi, faites des panels, appelez des techniciens, essayez en réalité de vous renforcer. Et ça ira. Merci beaucoup, inspecteur. Je vous remercie aussi. Bon, malheureusement, pour les autres questions, nous arrivons au terme de ce séminaire. Je tiens à exprimer toute notre gratitude à notre invité, inspecteur Demba Diop, pour la qualité et la richesse de sa présentation, mais surtout pour la disponibilité. Cette présentation a éclairé beaucoup d'enjeux structurels et l'emploi et nourri notre réflexion vraiment. Donc, je remercie également les participants pour leurs questions qui ont permis de rendre les échanges vivants et constructifs. Donc, ce cycle de séminaire initié par le NASPAT, c'était le 3e numéro. Vous nous avez d'ailleurs donné des idées pour le 4e numéro. Donc, nous vous invitons à nous suivre pour nos prochains numéros. Donc, inspecteur, peut-être pour un dernier mot. Oui, vous remerciez parce que pour nous, dans notre vision, il faut impacter. Moi, c'est mon credo, impacter. Mais impacter positivement. Impacter en libérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être dans une posture dans laquelle on va demander à ce que les autres viennent nous assister. Nous ne devons pas être dans une perspective d'assistance. Nous devons travailler à notre autonomie et à prendre notre destin en main. Les ressources techniques sont là, la volonté est là, et je pense que les questions d'argent, c'est des choses qu'on trouve, c'est des arrangements. Et donc, que ce soit le jeune, que ce soit la structure publique, il n'est jamais trop tard en réalité pour se lever et prendre vraiment les grandes décisions. Et je pense que les grandes décisions, c'est le moment de les prendre. Que ce soit à titre individuel, comme à titre en réalité collectif. Mais aussi et surtout, nos structures publiques ont intérêt quand même à vraiment s'approcher davantage vraiment de l'essentiel. Voilà. Encore, merci beaucoup. Au rendez-vous au prochain numéro. Merci encore une fois.